Il existe une maladie silencieuse, insidieuse, qui ne se reflète pas dans le miroir. Elle ne saigne pas, ne fait pas mal, mais elle ronge. Elle grignote l'âme, efface les sens, et laisse derrière elle un gouffre. Nous vivons entourés d'écrans, noyés sous des flux d'images et de notifications, et pourtant, une sensation oppressante persiste, un vide, un manque que rien ne semble pouvoir combler. Le monde moderne nous a promis des merveilles, progrès, liberté, accès illimité à tout ce dont nous rêvions. Mais cette promesse s'est effondrée en une réalité bien plus froide. Nous avons échangé l'expérience contre la consommation, la profondeur contre l'instantanéité. Tout doit être rapide, facile, jetable. Nous scrollons sans réfléchir, nous consommons sans savourer, nous vivons sans ressentir. L'important n'est plus d'être, mais de paraître. Et si nous nous arrêtons, ne serait-ce qu'un instant, un vertige nous prend. Qu'y a-t-il derrière cette course effrénée? Le silence, une absence. Nous sommes dans un monde où tout est accessible, mais où plus rien n'a de sens. Ce vide, Pasolini l'avait déjà vu venir. Il avait compris avant tout le monde que la modernité n'allait pas nous libérer, mais nous enchaîner à une existence de simulacre. Nous avons troqué notre humanité contre une identité numérique, notre révolte contre un abonnement premium. Ce n'est plus seulement la culture qui se décompose, c'est notre propre rapport à l'existence. Sommes-nous encore vivants, ou simplement des spectres errants d'un contenu à l'autre, sans jamais nous arrêter? On nous avait promis un monde meilleur. Le XXe siècle, avec son explosion technologique et sa foi inébranlable dans le progrès, nous avait vendu un rêve, une humanité enfin libre, affranchie des souffrances du passé, capable de tout avoir, tout savoir, tout vivre. Nous allions posséder plus, voyager plus, consommer plus. Tout semblait dessiné pour une ascension inévitable vers le bonheur absolu. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette promesse? Un monde où l'abondance matérielle n'a jamais été aussi grande. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi perdus, aussi isolés. L'illusion s'est effondrée. Au lieu d'une liberté véritable, nous avons hérité d'un simulacre de choix. Une existence programmée par des algorithmes qui savent déjà ce que nous allons aimer avant même que nous en soyons conscients. Nous avons troqué l'épanouissement contre la distraction, l'exploration contre l'addiction. Le progrès, qui devait nous libérer, est devenu une prison plus insidieuse encore. Nous sommes connectés en permanence, mais plus seuls que jamais. Chaque instant de silence est comblé par une vidéo, un message, une sollicitation. Pasolini l'avait compris. Ce n'est pas la dictature qui nous opprime, mais l'excès, le trop-plein, le bruit assourdissant qui nous empêche de penser. Et nous acceptons ce jeu sans même nous en rendre compte. Nous nous accrochons à nos écrans comme à des bouées, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait nous combler. Mais ce que nous trouvons, c'est toujours plus de vide. Nous avons appris à exister dans un monde où tout est accessible, sauf la profondeur. La connaissance est là, à portée de main, mais nous ne savons plus comment l'appréhender. L'humanité ne s'est pas élevée, elle s'est dispersée, égarée dans un labyrinthe d'informations sans direction. Si le progrès est censé nous avoir tout donné, pourquoi avons-nous l'impression qu'il nous manque encore l'essentiel? Pier Paolo Pasolini voyait déjà ce que nous refusons d'admettre. Nous ne sommes pas simplement en train de perdre la culture, nous assistons à son extermination méthodique. Mais ce n'est pas un massacre brutal, ce n'est pas une censure évidente qui interdit et réprime. C'est bien pire. Ce génocide culturel se fait en douceur, avec le sourire, en nous inondant de distractions. On ne nous interdit pas de penser, on nous empêche simplement d'en ressentir le besoin. L'art, autrefois un espace de révolte et de transcendance, est devenu un produit comme un autre, formaté, calibré pour l'algorithme, consommé en quelques secondes avant d'être oublié. Le vrai fascisme, disait Pasolini, ne porte pas d'uniforme, ne fait pas de discours enflammés sur la place publique. Il se glisse dans notre quotidien, transforme la révolte en marchandise, la pensée en tendance éphémère. Il ne se contente pas d'éliminer les idées révolutionnaires, il les absorbe, les digère et les régurgite sous une forme inoffensive, consommable, monétisable. Dans ce monde, même l'indignation est un produit, réduite à un simple post, un hashtag qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. Nous croyons être libres, mais chaque mot, chaque choix, chaque impulsion est déjà conditionné, prévu, orienté. Et pourtant, nous jouons le jeu. Nous partageons, nous commentons, nous réagissons, convaincus que nous faisons partie d'un débat, alors que nous ne sommes que des spectateurs passifs d'un spectacle orchestré. Nous avons troqué notre capacité à comprendre pour le confort de l'instantanéité. L'ennemi n'a pas besoin de nous oppresser,
Nous nous sommes déjà abandonnés nous-mêmes. Pasolini nous avertissait, le pire n'est pas la répression, mais l'acceptation joyeuse de notre propre asservissement. Et aujourd'hui, pouvons-nous nier qu'il avait raison? Nous avons tout, et pourtant nous ne sommes rien. C'est le grand paradoxe de notre époque. Plus nous accumulons, plus nous nous sentons vides. Nos maisons sont pleines, nos disques durs débordent, nos agendas sont saturés, mais à l'intérieur, un vertige persiste. Nous avons confondu l'abondance avec la plénitude, la possession avec l'existence. On nous a appris que le bonheur se trouve dans l'acquisition, que plus nous possédons, plus nous serons satisfaits. Mais cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Chaque nouvel achat, chaque nouvelle notification, chaque nouvelle tendance ne fait que repousser un peu plus le sentiment d'un manque que nous n'arrivons pas à combler. Et ce manque n'est pas un accident, il est le moteur du système. La société de consommation ne veut pas que nous soyons heureux, elle veut que nous soyons éternellement insatisfaits, car un être satisfait ne consomme plus. Alors, elle nous vend des rêves, des modes de vie, des aspirations fabriquées. Elle nous dit qui nous devons être, ce que nous devons désirer, et nous nous laissons guider, croyant que nous avançons, alors que nous tournons en rond. La liberté n'est plus un droit, c'est un produit de luxe, accessible à ceux qui suivent les règles, qui jouent le jeu, qui consomment sans se poser de questions. Mais que se passe-t-il quand on s'arrête, quand on refuse d'acheter, de suivre, de désirer ce que l'on nous impose? C'est là que le vide se fait sentir, un vide terrifiant, car il révèle une vérité que nous fuyons. Nous avons construit nos existences sur des fondations creuses. La vraie liberté ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables d'abandonner. Peut-on encore exister en dehors de ce cycle? Sommes-nous prêts à affronter le silence, à redécouvrir qui nous sommes sans les artifices qu'on nous impose? Il fut un temps où être rebelle signifiait prendre des risques, défier l'ordre établi, remettre en question les structures de pouvoir. Aujourd'hui, la rébellion est devenue un produit comme un autre. Le système a compris qu'il n'a pas besoin d'écraser la révolte, il lui suffit de la transformer en marchandise. Ainsi, les icônes de la contestation deviennent des logos. Les symboles révolutionnaires se retrouvent imprimés sur des t-shirts fabriqués en masse, et l'esprit de révolte devient une simple tendance, éphémère et inoffensive. Porter un t-shirt de Che Guevara n'a jamais renversé de régime. Acheter un livre sur la contre-culture ne fait pas de nous des résistants. C'est là que réside le piège le plus subtil du capitalisme moderne. Il ne combat pas l'opposition, il l'absorbe. Il transforme les idées subversives en opportunités marketing. La culture punk, née d'un cri de colère contre le conformisme, est aujourd'hui une esthétique vendue dans les mêmes magasins que les costumes d'affaires. La révolte s'affiche sur Instagram, elle se vend en édition limitée, elle est sponsorisée. Même la critique du consumérisme devient un marché lucratif. On ne nous demande plus de penser, juste de choisir un camp, de liker une cause, de partager un slogan. Tout devient simulacre, représentation, spectacle. Mais où est la véritable révolte? Elle ne se trouve plus dans les slogans imprimés sur des sweats à capuche, ni dans les débats enflammés des réseaux sociaux. Elle est ailleurs, dans l'invisible, dans ce qui ne se vend pas, ne se monétise pas. Elle réside dans la capacité à refuser le jeu, à ne pas consommer la révolte comme un divertissement, mais à la vivre comme une transformation profonde. Peut-on encore être rebelle dans un monde où la contestation est un hashtag? Sommes-nous prêts à aller au-delà des apparences, à redécouvrir ce que signifie réellement s'opposer? Pasolini avait vu venir cette transformation bien avant nous. Il savait que le pouvoir moderne ne repose plus sur la censure brutale, mais sur la saturation. Ce n'est pas en interdisant qu'on détruit une culture, mais en la vidant de son sens. Aujourd'hui, tout est spectacle. Chaque tragédie, chaque injustice, chaque instant de la vie humaine est transformé en contenu, en divertissement à consommer. Nous ne regardons plus les événements du monde avec gravité. Nous les scrollons comme s'ils faisaient partie du même flux que des vidéos d'animaux ou des défis absurdes. La misère, la guerre, la souffrance ne nous bouleversent plus. Elles deviennent des arrière-plans pour des influenceurs en quête d'engagement. La télévision, que Pasolini dénonçait déjà comme un outil de contrôle culturel, a été supplantée par les réseaux sociaux, encore plus invasifs, encore plus insidieux. Ce ne sont plus seulement des chaînes d'information qui transforment la réalité en spectacle, mais chacun d'entre nous. Chaque individu devient son propre metteur en scène, filtrant son existence pour la rendre plus vendable, plus spectaculaire. Ce n'est pas seulement la culture qui est dégradée, c'est la vie elle-même. Nous n'existons plus que dans l'œil des autres, dans la validation des likes et des partages.
Et le pire, c'est que nous ne nous rendons même plus compte de cette déshumanisation progressive. Nous vivons dans un monde où le vide est célébré, où l'apparence prime sur la profondeur, où tout doit être esthétiquement séduisant, même la douleur. Mais si tout est contenu, alors plus rien n'a de poids, plus rien ne nous marque, ne nous transforme réellement. Pasolini l'avait compris. La société ne s'effondre pas sous le choc d'une révolution, elle s'érode lentement, dissoute dans une overdose d'images et de distractions. La question est donc simple. Sommes-nous encore capables de voir au-delà du spectacle ? Nous vivons dans une époque où la profondeur est une anomalie. Tout doit être rapide, instantané, facile à digérer. Lire un livre est un effort, réfléchir est une perte de temps, ressentir vraiment quelque chose est presque une faiblesse. À la place, nous avons des extraits, des résumés, des tweets de quelques mots qui prétendent tout expliquer. Nous passons d'une tendance à une autre, d'une indignation éphémère à une distraction sans lendemain. Le monde ne cesse de produire du contenu, mais où est passée la substance ? C'est cela, l'empire de l'éphémère. Nous ne sommes plus des individus qui construisent une pensée, nous sommes des consommateurs d'informations fragmentées, des spectateurs passifs d'un flux qui ne s'arrête jamais. La mémoire disparaît, l'attention s'effrite, tout est conçu pour être consommé et oublié dans la même journée. Pasolini dénonçait déjà cette dérive, mais à son époque, la télévision était encore un écran à sens unique. Aujourd'hui, c'est nous qui générons notre propre asservissement, en publiant, en partageant, en perpétuant ce cycle sans fin, où rien ne dure. Mais que reste-t-il quand tout s'efface aussi vite qu'il apparaît ? Il ne reste que le vide, cette sensation d'absence qui nous hante, dès que nous posons notre téléphone, dès que l'écran s'éteint. Nous avons l'impression d'être connectés au monde, alors que nous ne faisons qu'effleurer sa surface. Nous sommes plus visibles que jamais, mais nous avons perdu notre profondeur. Sommes-nous encore capables de penser au-delà d'un simple post, de ressentir au-delà d'une dopamine passagère ? Ou avons-nous accepté de devenir les produits d'un système qui ne veut pas que nous nous arrêtions pour réfléchir ? Pasolini voyait la décomposition de la culture, mais il ne savait pas encore à quel point l'aliénation allait s'infiltrer jusque dans nos propres corps. Byung-Chul Han, philosophe contemporain, nous apporte cette vision complémentaire. Nous ne sommes plus oppressés par une force extérieure, nous sommes devenus nos propres bourreaux. Nous vivons dans une société où l'on ne nous ordonne plus rien, mais où nous nous imposons nous-mêmes une pression constante pour être toujours plus productifs, plus performants, plus visibles. L'autorité n'a plus besoin de fouet. Elle nous a convaincus que l'épuisement est une vertu. Nous ne nous rebellons plus contre un pouvoir qui nous exploite. Nous nous exploitons nous-mêmes. Nous ne nous arrêtons jamais, toujours en quête de la prochaine réussite, du prochain objectif, du prochain moment à monétiser. Nous scrollons sans fin. Nous courons après des notifications. Nous nous imposons des rythmes impossibles. Et quand nous sommes fatigués, nous nous sentons coupables. Le repos est perçu comme une faiblesse, la solitude comme une anomalie. Nous sommes devenus des travailleurs de notre propre servitude, réduits à des machines à produire et à consommer, sans jamais nous arrêter. Mais quel est le prix de cette hyperactivité imposée ? L'épuisement mental, l'anxiété permanente, cette impression de ne jamais en faire assez, de toujours devoir prouver quelque chose. Byung-Chul Han appelle cela la société de l'épuisement, où le burn-out est devenu un état normal, presque attendu. Nous ne sommes pas seulement fatigués de travailler, nous sommes fatigués d'exister dans un système qui ne nous laisse jamais respirer. Si nous étions autrefois opprimés par des règles strictes, nous sommes aujourd'hui esclaves d'une liberté illusoire qui nous pousse à l'autodestruction. Sommes-nous encore capables d'arrêter cette machine infernale avant qu'elle ne nous broie complètement ? Nous ne vivons plus sous un régime autoritaire classique. Il n'y a plus de dictateur visible, plus de censure explicite. Pourtant, nous sommes enfermés dans un nouveau type de totalitarisme, plus subtil, plus insidieux, celui de la perfection. Tout doit être lisse, impeccable, irréprochable. Le moindre défaut est traqué, retouché, effacé. Nos visages, nos corps, nos vies entières sont filtrées pour correspondre à un idéal artificiel. Le pouvoir ne nous opprime plus. Il nous vend une version améliorée de nous-mêmes, et nous courons après une image qui n'existe pas. Le miroir est devenu notre juge suprême. Nous ne vivons plus pour nous, mais pour être validés. Chaque selfie est un acte politique, chaque publication une mise en scène calculée pour générer des réactions. Nous avons été réduits à nos apparences, à des avatars numériques, des versions améliorées de ce que nous pensons devoir être. L'identité n'est plus un processus de découverte, mais une marchandise à optimiser.
On ne nous impose plus la conformité par la force, mais par l'envie. Nous voulons ce qui nous détruit. Nous aspirons à devenir des illusions. Et c'est cela, le piège ultime. Un totalitarisme sans bottes, sans violence, sans mur visible. Il n'a pas besoin de nous enfermer, car nous nous enfermons nous-mêmes. Nous nous imposons des normes inatteignables. Nous nous jugeons plus durement que n'importe quel régime autoritaire ne l'aurait fait. Notre existence est devenue une vitrine, où chaque imperfection est une faute, chaque relâchement un échec. Mais que reste-t-il derrière cette quête de perfection? Le vide, un corps sculpté, mais une âme abandonnée, une image parfaite, mais une existence sans substance. Sommes-nous prêts à briser ce miroir avant qu'il ne nous réduise à néant? Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons eu autant accès au plaisir. Tout est à portée de main. Divertissement instantané, nourriture sur commande, validation sociale en un clic. Chaque seconde, un nouvel écran s'allume, une nouvelle notification clignote, une nouvelle promesse de satisfaction nous est faite. Pourtant, malgré cette abondance infinie, nous n'avons jamais été aussi anxieux, aussi insatisfaits, aussi perdus. Le bonheur, qui devait être le but ultime, est devenu un mirage qui s'éloigne à mesure que nous nous en approchons. Ce n'est pas un hasard. La société de consommation ne veut pas que nous soyons heureux. Elle veut que nous cherchions le bonheur en permanence. Car un individu comblé ne consomme plus, ne clique plus, ne court plus après des désirs fabriqués. Alors on nous gave de stimulation artificielle, notifications, vidéos virales, achats compulsifs. Notre cerveau, programmé pour rechercher la récompense, devient accro à ces doses rapides de dopamine. Mais ce plaisir est vide. Il ne nourrit pas, il ne construit pas, il ne laisse aucune trace. À peine ressenti, il est déjà évaporé, remplacé par un nouveau besoin. Et c'est là que réside la tragédie de notre époque. Nous avons confondu le bonheur avec l'excitation passagère. Nous avons oublié que la vraie joie n'est pas immédiate, qu'elle se construit dans la durée, qu'elle demande du silence, du temps, de l'attention. Mais qui, aujourd'hui, est encore capable d'attendre, de ralentir, de savourer? Nous avons été conditionnés à rechercher le plaisir instantané, à fuir l'ennui comme une malédiction. Mais dans cette fuite permanente, nous avons perdu l'essentiel, la capacité à être simplement présent, à ressentir pleinement. Sommes-nous prêts à nous libérer de cette illusion et à redécouvrir ce qu'est le bonheur réel? Nous avons été façonnés pour croire que le bonheur se trouve dans l'accumulation, que la liberté réside dans le choix infini, que plus nous possédons, plus nous existons. Mais si tout cela était un mensonge, si la véritable rébellion ne consistait pas à vouloir plus, mais à refuser ce que l'on nous impose, refuser d'être un simple consommateur, refuser de se définir par des objets, refuser de suivre un chemin tracé par un système qui ne veut pas notre bien, mais notre soumission. La résistance aujourd'hui n'est plus dans la rue, elle est dans l'esprit, elle est dans la capacité à dire non. Pasolini l'avait compris. La seule manière de s'opposer à un pouvoir qui transforme tout en marchandise, c'est de ne plus jouer le jeu, ne plus chercher à être validé par des chiffres, ne plus courir après une reconnaissance superficielle, ne plus se laisser hypnotiser par le flux incessant d'images et de distractions. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'un réveil, d'une reconquête de notre temps, de notre attention, de notre capacité à ressentir autre chose que l'urgence et l'anxiété. Tant que nous restons prisonniers de ce système, nous sommes condamnés à un vide perpétuel, à une existence dictée par des impulsions extérieures. Mais se libérer n'est pas facile. Cela demande du courage, cela demande d'accepter l'inconfort du silence, de la solitude, de l'inconnu. Cela signifie apprendre à être plutôt qu'à posséder, à exister sans avoir besoin d'être vu. Dans un monde où tout est conçu pour nous distraire, la plus grande révolte est d'être pleinement conscient. Sommes-nous capables de reprendre ce pouvoir? Sommes-nous prêts à affronter ce que nous avons fui pendant si longtemps? Car la seule véritable révolution aujourd'hui, c'est de retrouver ce que signifie être humain. Si tu es encore ici, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi refuse d'accepter ce monde tel qu'il est. C'est que tu ressens, au fond de toi, ce vide dont nous parlons, cette impression que tout tourne en boucle, que quelque chose d'essentiel nous échappe. Tu n'es pas seul. Il existe encore des esprits éveillés, des voix qui refusent d'être noyées dans le bruit ambiant, des âmes qui ne veulent pas être réduites à de simples profils numériques. Mais pour que cette prise de conscience ait du sens, elle doit aller au-delà des mots. Elle doit se transformer en action. Le système veut que tu passes à autre chose, que tu scrolles sans réfléchir,
que ce message ne soit qu'un contenu de plus dans une mer infinie d'informations. Il veut que tout reste superficiel, rapide, oubliable. Mais tu as le choix. Le choix de ne pas laisser ces idées s'évaporer, de ne pas te laisser happer par l'inertie du quotidien. Reprendre le contrôle, ce n'est pas un acte spectaculaire. C'est un combat discret, intérieur. C'est décider, chaque jour, de ne pas être une simple machine à consommer, mais un être humain conscient. Et c'est précisément pour cela que ce projet existe, pour donner un espace à ceux qui ne veulent pas se contenter de la médiocrité du prêt-à-penser, pour discuter, partager, approfondir ce que l'on cherche à effacer. Ici, chaque membre n'est pas un simple spectateur, mais un résistant intellectuel. Si ce que tu as entendu ici résonne en toi, si tu refuses d'être un rouage de cette machine à vide, alors rejoins-nous. Ce n'est pas juste un abonnement, ce n'est pas juste un soutien. C'est un acte de résistance. Parce que penser, aujourd'hui, est un acte révolutionnaire.